On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit Patrick Beausoleil, candidat pour une troisième fois dans le quartier Sainte-Eugène aux prochaines élections avec l'équipe Alain Laplante. Mais d'abord, elle est chanteuse, auteure, interprète, bref. Elle fait toutes sortes d'affaires, elle a toutes sortes de projets. Elle enseigne aussi. Elle a même l'espace Piano Blanc, là, qui est un peu sur pause depuis quelques temps. Mais bref, là, elle lance un EP, un mini-album et un premier extrait, donc une première chanson. Des projets. En voulez-vous des projets? Elle en a tout le temps. C'est Valérie Lahaye. Elle est avec nous. Allô? Bienvenue. Allô? Ça va? Ben oui, ça va bien. Je suis vraiment contente, Eric, que tu n'aies pas starté l'entrevue avec dans la catégorie « Que sont-ils devenus? » Ça t'avait marqué, je devais c'est le ça? ramener, mais ça fait depuis notre dernière rencontre que j'y pense. Puis là, juste Ouais, de devoir c'est introduire... parce que tu fais partie de ces artistes là, qui ont frayé dans des formats de La Voix ou comme Star Academy qu'on vit en ce moment. Mais bref, donc oui. ça c'est du passé. C'est ça. Là, c'est moi qui le ramène sur la table aujourd'hui. Je suis pas bien C'est mieux. ça, je ne voulais même pas t'en parler. Je suis pas bien mieux. Bon. Comment ça va? Ça va super bien. C'est dur pour les artistes, là, la pandémie. C'est vraiment... C'est difficile. Tu sais, je te dis que ça va bien. Je pense qu'il faut se le répéter. C'est difficile. C'est difficile de voir tout ce que ça impacte. Mais en même temps, regarde, c'est une belle semaine. Les salles de spectacle commencent à réouvrir. Le couvre-feu change d'heure. On a de l'espoir. On ne vit que d'espoir. Bon, et comment tu vois ça? Oui, le couvre-feu maintenant est reporté à 21h30, même en zone orange. Mm-hmm. Mais aussi, on annonce la réouverture des salles de spectacle. Évidemment, on le sait, il y a des contraintes. Là. On ne remplira pas le Deux-Rives à 800 personnes demain matin. Mais on peut quand même le faire avec... il y a un nombre, là, probablement, il y a une directive là-dessus. Mm-hmm. Comment tu vois ça, toi, la réouverture des salles de spectacle? Bien, c'est sûr que je le vois comme quelque chose de très positif. Une bouffée d'air? Oui, vraiment, carrément. La possibilité de respirer. Je le vois beaucoup dans les gens que je côtoie qui travaillent exclusivement dans les grandes salles. Tu sais, moi, je fais partie des artistes qui ont un petit peu été épargnés parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Fait que je peux toujours me retourner de bord. Tu sais, là, je sors un album. Bon, le studio, évidemment, on a pu poursuivre ces démarches-là, l'écriture, tout ça. Mais j'ai des amis qui ne vivent que de la tournée. Qui ne vivent que des grandes salles. Et puis pour eux, c'était dramatique. On parle de santé mentale, on parle... Moi, je dis souvent, « Hey, moi, mon accueil Facebook est rempli de suicides, là, carrément. » C'est vraiment difficile. On a besoin... Des fois, dans les moments difficiles, une petite écoute peut faire toute la différence. Un ami qui va te voir, un appel... Bien là, c'est ça. L'ouverture des salles, qu'elle soit partielle, on s'en fout. On veut juste recommencer à travailler. Non, puis on l'a vu, là, des artistes qui disent hey, « ça fait un an que je ne suis pas monté sur scène. Ouais. » Quasiment le trac. Oui. Ou un autre artiste qui dit « Bon, oui, effectivement, j'avais peut-être juste 80 spectateurs au lieu d'en avoir 1000. » Mais juste le fait d'en avoir 80, c'est d'entendre comme, des voix. Oui, d'entendre une voix. C'est drôle, je faisais le show avec Alexandre Béliard au Théâtre des Deux-Rives dernièrement, puis il disait qu'il avait regardé un live de Caïn. Il avait reçu Steve Veilleux, je pense, dans un de ses shows. Puis il dit, aïe, il dit juste d'entendre le monde chanter ses tunes. Ça me faisait du bien. Puis moi, juste d'entendre Alex parler de quelqu'un... Le virtuel, c'est bien, c'est pratique, mais ça ne remplacera jamais. Non, la vibration, les gens qui chantent, les gens qui te regardent, les yeux, les regards, tout ça. Avant de parler de ton nouvel album, puisqu'on parle de salle de spectacle, as-tu toujours l'espace Piano Blanc? Oui. Je te dis oui, parce qu'en fait, c'est sûr que c'est probablement mon projet qui a été le plus affecté par la pandémie. Évidemment, salle de spectacle, mais aussi très petite en superficie aussi. Donc, nous, malgré la distanciation, on ne peut pas réouvrir. C'est impossible? C'est impossible. Écoute, on avait déjà 40 places si on était vraiment jam-pack. Donc, avec la distanciation, faire des shows pour 8 personnes dans notre espace, c'est pas tellement intéressant. On n'aurait pas la possibilité, premièrement, de rentabiliser. C'est quand même une entreprise à part entière. Donc, c'est pas, on n'a pas plein de financement derrière ça et tout. Donc, on ne pourrait pas rentabiliser les shows. Puis, pour les artistes aussi, c'est pas super intéressant. C'est sûr qu'au niveau de l'espace Piano Blanc, ce qui me sauve, c'est qu'on a 2 volets. Il y avait le volet des concerts découverts, de la programmation régulière, tout ça qu'on faisait justement presque à toutes les semaines. Mais il y avait une portion aussi qui était de nos forfaits
privé, corporatif. Ça peut continuer. On a l'aide de Rémi Boily, que tu connais bien, avec qui on fait des shows virtuels. Donc, on fait nos événements de manière virtuelle. On a enregistré aussi, on a sorti des petits concepts, genre des vœux d'anniversaire virtuels, plein de petites choses comme ça. C'est super le fun. On essaie tranquillement de repartir une programmation découverte, mais c'est ça, on n'est pas subventionné, on n'a pas de... Donc, c'est pas évident d'aller chercher des revenus quand il n'y a pas de vente. T'sais. Mais ton souhait, quand toutes les règles sanitaires seront levées, serait quand même de réopérer l'espace Piano Blanc avec des spectacles et tout ça? C'est sûr que oui. C'est la raison pour laquelle... Ouais. Oui, c'est le souhait. Au moment où on se parle, je suis encore vraiment en questionnement par rapport à ça parce que je te dirais que la formule en ligne fonctionne quand même bien aussi. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis là, c'est de se dire, OK, est-ce que je vais aller... Tu sais, premièrement, je vois pas le bout de la distanciation physique, là. Nous autres non plus. C'est ça. Ouais. Donc, c'est difficile de dire, OK, comment je me vois à moyen terme. 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est ça. Ça devient vraiment difficile parce que, tu sais, c'est beau, les salles qui rouvrent. L'artiste en moi est super contente. L'ami l'est encore plus pour les gens dont je te parlais. Mais ce côté, tu sais, pour l'espace Piano Blanc comme tel, là, ce type de mini-salle-là, j'ai de la misère, tu sais, à voir comment on va l'opérer. Est-ce qu'on va avoir des partenariats, justement, avec des gens, peut-être des commanditaires, ou, tu sais, je sais pas, je lance l'appel aujourd'hui à la télé, why not? Mais, tu sais, c'est difficile. Donc, le volet virtuel prend le relais en attendant pour une durée indéterminée. Bon. Et sinon, tu continues toujours de donner des cours, j'imagine. Ouais. Donc, tu es quand même une artiste occupée, comme tu dis, tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, c'est pour ça que je peux te dire d'entrée de jeu, je vais bien, tu sais. Le projet Australia, oui. Ça vient d'où? Ça a pris naissance comment? Bien, en fait, c'est le mini-album qui sort le 26 mars. Donc, évidemment, ça a pris naissance comment? Je pense que ça a pris naissance dans ma démarche, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit des chansons depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé à 8 ans. Donc, j'ai toujours écrit des chansons, j'ai toujours vécu avec un album dans la tête. C'est un album que j'avais hâte de sortir parce que Étoile Anonyme a été lancé en mai 2017, donc ça fait déjà un moment. Australia était supposée arriver en 2020. Avec la pandémie, tout ça, on a retardé. Et puis là, ben, j'ai eu la possibilité, avec la compagnie de disques qui m'ont relancé, qui m'ont dit, écoute, est-ce que ça tente de le faire maintenant sous forme de mini-album? Donc, Australia, pour moi, c'est un projet qui est un peu plus sur le long terme, mais la phase 1, c'est la sortie de ce mini-album-là, 6 chansons originales, toujours, chansons francophones, beaucoup de piano, beaucoup de voix. C'est vraiment mon projet personnel. En quoi c'est différent des autres projets sur lesquels tu as travaillé? Bien, il y a toujours plus de maturité, tu sais, avec le temps. Je pense qu'on prend des distances, on vit des choses, on observe aussi. Tu sais, il y a aussi cette pandémie, comme tout le monde, évidemment, j'ai eu beaucoup de remises en question sur le monde, sur ce qui m'entoure. C'est un album qui parle beaucoup du retour à la terre, du retour à soi. Je l'ai vécu aussi. Tu sais, je me suis posé la question pourquoi je fais de la musique dans la vie, dans les dernières années. Tu sais, ça a vraiment été quelque chose que je me suis posé beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question pourquoi je fais ce que je fais. C'est une belle opportunité de prendre un tournant. Donc, l'album parle de ça. C'est un album qui me ressemble beaucoup, très, très personnel. C'est drôle, les gens, en tout cas à date, les quelques jours que le premier single a, les gens me disent « Ah, il y a quelque chose de changé ». C'est sûr que pour moi, je vis avec moi. Oui, c'est difficile d'avoir le même recul que les autres. Exact. C'est comme un enfant, tu sais, qu'on voit une fois par année. « Hein, t'as donc bien grandi! » Mais alors que les parents se disent « Ah oui, c'est vrai. » Mais tu sais, et donc, les commentaires de l'entourage font en sorte qu'eux, ils voient quelque chose de différent. Oui, à date, c'est ce qui ressort. Tout le monde me dit « Ah, il y a quelque chose de différent. » Pourtant, c'est la même voix, le même piano, c'est moi qui compose les tunes, les mêmes collaborateurs encore. Donc, je sais pas. Écrivez-moi si vous l'écoutez. Et à cette question-là que tu dis que tu t'es posée toi-même, pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi tu fais encore de la musique aujourd'hui? Il y a plein de raisons. Je vais répondre avec une petite anecdote bien niaiseuse. Ma sœur a eu ses enfants avant moi, donc le petit William qui a maintenant 3 ans. Puis à un moment donné, je me souviens, j'allais pas super bien. Je me posais vraiment des questions. Ça fait longtemps, le petit a 3 ans, il était bébé à l'époque. Donc, c'est bien avant la pandémie. Puis je me souviens, je l'avais sur moi, je le gardais, puis je l'avais sur moi en porte-bébé, tu sais, puis il faisait un peu la crise. Puis là, je me suis mis à jouer du piano parce que j'étais comme, il faut que j'évacue. Je savais pas trop quoi faire, tu sais, ma tante, là, qui est comme, oh my God, je fais quoi? Puis je me suis mis à jouer du piano, puis c'est comme endormi
endormie, vraiment collée, puis il y avait juste comme, tu sais, la distance de mon clavier avec le bébé entre, puis j'ai senti vraiment que ma voix, il faisait du bien, tu sais. Puis j'ai dit, ben c'est juste pour ça que je fais de la musique, dans le fond. C'est juste parce que ça me fait du bien, puis parce que ça m'aide, moi, à tout traverser. Quand je dis tout, c'est ça. C'est toute ma vie, je l'ai traversée avec mon piano. Donc, je pense que c'est important de créer dans la vie, tu sais. Puis je le fais c'est ma petite contribution. Ce que je fais, moi, c'est créer. Donc, j'offre ce que je fais, tout simplement. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ce mini-album? Qu'est-ce que tu veux faire avec la première chanson que tu lances aujourd'hui? La première des choses, je veux partager ma créativité. OK? C'est plate de même, mais c'est tout simplement ça. Je pense que le monde manque... Hey, j'ai une larme, c'est fatigant. Le monde manque de gens qui créent, tu sais, que ce soit du tricot, que ce soit de la musique, que ce soit des poèmes, que ce soit, je sais pas, du bénévolat dans ton sport, peu importe. Je pense que c'est ça. Je veux montrer que je continue de le faire. Puis, ben c'est ça, tout ce partage avec les autres. Où est-ce que je veux que l'album se dirige? Je ne sais pas vraiment. Mais c'est important pour moi de continuer à le faire, de continuer à faire ce que j'aime. Puis je pense que c'est avec des gens qui continuent à faire ce qu'ils aiment qu'on arrive à s'influencer, tu sais. Tu veux le distribuer comment? Tu veux qu'il soit écouté par qui? De quelle façon tu veux en parler? Bien, tu sais, si on parle mettons, à la manière de l'industrie, là, si on veut, ben, j'ai fait comme j'ai fait avec tous les albums, c'est-à-dire qu'on a engagé une compagnie de pistage radio, on a engagé une compagnie de relations de presse. Bon, l'album fera son chemin. C'est toujours une super belle compagnie de disques avec qui je fais affaire, qui est Instinct Musique à Montréal. Toujours la même chose. Donc, on vise évidemment à ce que la musique soit entendue. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, pour la partager. Après, je pense que les choses font leur chemin, puis j'ai pas nécessairement le contrôle là-dessus. Puis j'ai la chance d'avoir beaucoup de projets qui me nourrissent, tu sais. Donc, c'est ça, je laisse ça aller. Et Australia, ce que j'aime avec ce projet, c'est que c'est pas juste un mini-album. On veut construire un show en art numérique là-dessus. On veut aller explorer le multidisciplinaire. On veut aller vraiment comme changer les manières d'écoute de la musique. Je pense que de plus en plus, je me souviens, je dis toujours que quand j'avais 13 ans, j'avais assisté à une conférence qui disait que l'industrie du disque s'était terminée. Puis, tu sais, on dirait qu'on a vécu des cendres pendant longtemps, tu sais. Puis là, ben, je pense qu'on est vraiment dedans, tu sais. C'est en train... Il y a des nouvelles façons, des nouveaux canaux à exploiter, des nouvelles façons de faire découvrir les artistes locaux aussi. Et pourquoi tu l'as appelé Australia? La grande question. Il n'y a aucune des chansons qui s'appelle Australia. En fait, il y a deux raisons. Il y a une raison plate, qui est tout simplement que dans mon folder d'ordinateur, le petit dossier s'appelait Australia. Pourquoi? Je sais pas. Le petit dossier s'appelait comme ça. Puis à un moment donné, il fallait que je donne le titre. Puis de la façon que la production a été faite, ça a été bien vite. Puis il fallait que je le donne vraiment là. Puis là, je n'étais pas capable de penser à un titre. Donc j'ai dit, ben appelle ça Australia. Puis si je te rappelle pas, ça va rester de même. Donc ça, c'est la version plate. OK. Puis, ben Australia, ça évoque le bout du monde. Ça évoque l'évasion. De quoi on a besoin en ce moment. Je pense il y a un petit côté de moi. Je pense que qui ne rêve pas du bout du monde en ce moment de confinement? Et ton premier extrait, Juste une fois, entre parenthèses, tous les jours. Oui! Ça veut dire quoi? Bien, c'est une chanson, je l'ai écrite d'ailleurs dans le communiqué de presse, c'est la chanson la plus naïve de l'album, OK? C'est vraiment une chanson d'amour. Je me rappelle quand j'ai écrit la première ébauche du communiqué de presse, il n'y a pas celui qui est parti, finalement, j'étais comme, imaginez là, la chambre d'hôtel, t'as le soleil qui perce ton regard, t'es aveuglé, là, t'as la silhouette de la personne, puis là, tu dis, oh my God, juste une fois ou tous les jours. Donc, il y a ça. C'est vraiment une belle chanson d'une belle relation qui a juste aucun sens, de laquelle j'ai profité. Donc, il y a ça, puis il y a... Tu sais, il y a un côté féministe à la chanson aussi. Il y a un côté qui dit, est-ce que... Tu sais, comment je pourrais dire? C'est le premier extrait. Est-ce que je vais pouvoir profiter de ce que je fais juste une fois? Est-ce que je le vis comme si c'était la dernière fois ou j'en profite tous les jours? Tu sais, il y a plusieurs... C'est ça qui est beau avec les chansons. C'est qu'il y a plusieurs facettes. Valérie Lahaye, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, politique municipale.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Johan Lennes en première partie qui vient de remporter son combat à MMA. Et deuxième partie? William Julien, la Macédoine sportive. On parle même de curling. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis quelques semaines déjà, les deux équipes en présence en prévision de l'élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu présentent tour à tour leurs candidats dans les 12 districts électoraux. Aujourd'hui, on se transporte du côté de Saint-Eugène, district numéro 4, équipe Alain Laplante avec le candidat Patrick Beausoleil. Bonjour et bienvenue. Merci. Ça sera donc une deuxième tentative? Troisième. Troisième? Oui, oui. J'avais fait en Oui, c'est 2013, j'avais fait la campagne avec Action civique, avec M. Jean Lamoureux. Oui. Puis, il y a 4 ans, j'avais fait avec l'équipe Alain Laplante. Ouais. Donc, une troisième tentative, vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez. Absolument, oui. Des fois, la première tentative, la naïveté du débutant, puis tout ça, puis là, après ça, tu te dis, OK, faire une campagne, c'est exigeant, ça demande beaucoup de choses. Là, vous, c'est une troisième tentative, là. Oui. Qu'est-ce qui vous tient encore à vouloir en rembarquer là-dedans une autre fois? Bien, les mêmes raisons que je me suis lancé la première fois, en fait. Ça fait 30 ans, presque 30 ans, là, que j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis une quinzaine d'années à Saint-Eugène. C'est un très beau quartier. C'est un quartier qui me tient vraiment à cœur. On est là avec notre famille, mes 4 enfants qu'on a élevés là-bas. Dans le fond, c'est une intention de vraiment pouvoir aider, supporter les citoyens de mon secteur. T'sais, on dit souvent, il y a plusieurs dossiers à régler à Saint-Eugène. C'est pas toujours des dossiers qui sont regardés. On dirait que ces dossiers-là, des fois, sont oubliés un peu. On dit à la blague, des fois, qu'on est les oubliés de Saint-Jean à Saint-Eugène parce qu'on est le dernier quartier de la ville. Alors, moi, c'est ça vraiment que je veux faire. Je veux venir amener des solutions pour les citoyens puis travailler avec les bonnes personnes pour pouvoir régler ce qu'on a à régler. Bon, politique, évidemment, on se présente pour gagner. Absolument. Quand on perd 2 fois, puis on se dit non, c'est pas grave, je me réessaye encore une fois. Ça vous, comme on dit en anglais, ça vous drive? Ça? Absolument, absolument. C'est une détermination, c'est sûr. Puis, vous savez, ce qui m'encourage, c'est qu'à chaque élection, à chaque fois que je me suis essayé, le nombre de pourcentage de votes que je suis allé chercher a augmenté. Alors, j'ai bien l'intention de gagner cette fois-ci. Ah, puis il y a des exemples. Je prends l'exemple de Mme Charbonneau dans le 11, qui s'est présentée 3 fois, puis à la 3e, elle a passé. Votre collègue Julie Messier dans l'Acadie, qui se réessaye aussi pour une 3e fois. Donc, bref, vous avez la couenne dure, comme on dit. Absolument, absolument. Bon. C'est quoi les principaux enjeux dans Saint-Eugène? Vous avez dit tantôt, puis c'est drôle parce qu'à l'époque de René Galipeau, moi, je suivais les affaires municipales, puis René Galipeau disait tout le temps « Ah, nous autres, on est oubliés, on est dans le fond de la ville », puis c'était un peu ça. Est-ce que ça a changé, cette mentalité-là? Bien, je suis pas prête à dire que ça a complètement changé. J'ai l'impression, puis je ne sais pas pour quelle raison, puis ça, j'espère le découvrir, dans le fond, en étant autour de la table du conseil, mais tu sais, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on parle, mettons, des enjeux, il y en a plusieurs. Il y a plein d'enjeux que les citoyens m'ont parlé lorsque je faisais mon porte-à-porte les dernières fois. Mais, bien entendu, il y a des enjeux que tout le monde connaît. Le golfe de Saint-Eugène, les commerces de proximité, bien entendu, parce qu'on est loin de tout ça. Puis, tu sais, moi, mon idée là-dessus, c'est que c'est pas en faisant des grandes déclarations politiques autour de la table du conseil ou en traitant d'autres élus de malades mentales qu'on va faire avancer des dossiers. Puis c'est vraiment ça. Mon intention, puis ce que je veux amener vraiment pour les citoyens, c'est d'amener des solutions, puis d'arrêter de juste vouloir se battre. L'idée, c'est de travailler ensemble, travailler avec les bonnes personnes, puis de faire arriver les choses. Bon, dans les enjeux que vous avez nommés, notamment Carrefour Saint-Eugène, est-ce que vous êtes favorable à ce projet-là ou vous avez des réserves particulières? Écoutez, la question, si je suis favorable ou pas, c'est pas une question. Hein. C'est sûr qu'on a besoin des commerces de proximité à Saint-Eugène, ça, c'est sûr et certain. Tous les citoyens les demandent. M. Latour, ça fait 3 campagnes que je fais. Ça fait 3 campagnes. En fait, la première campagne, on n'entendait pas parler du Carrefour en tant que tel, mais on entendait parler des commerces de proximité. Mais ça fait 3 campagnes
que mon adversaire parle de ce dossier-là. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on travaille avec les bonnes personnes, puis est-ce que ça va vraiment arriver? Mais là, à partir du moment où M. Dumouchel a eu ses autorisations, puis qu'en principe, on le reçoit en entrevue, il dit que ça va procéder, est-ce que vous êtes satisfait du fait que le Carrefour va finir par voir le jour? Bien, j'espère que ça va arriver, en fait, parce que j'ai écouté l'entrevue, j'ai écouté l'entrevue de M. Dumouchel, puis effectivement, il y a eu les permis, puis ainsi de suite, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite ambiguïté ou c'est un petit peu vague, là, les locataires qui pourraient avoir ou les locataires potentiels. Alors, moi, je sais pertinemment, pour être dans le domaine de l'immobilier commercial, que tu ne peux pas lever un building tant que tu n'as pas un pourcentage de ton espace loué. Alors, moi, ma crainte, en fait, c'est pas que j'y crois pas, c'est que ma crainte, c'est est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va vraiment arriver cette année où il va pouvoir aller chercher les clients? Il y a un enjeu d'infrastructure dans Saint-Eugène, parce qu'à force d'ajouter des maisons, il faut que les tuyaux suivent en conséquence. C'était un des objets aussi. Parce qu'il y a encore du potentiel de développement domiciliaire dans Saint-Eugène. Il y a encore des terrains. Là. Oui. Est-ce qu'on a les infrastructures pour supporter ça? Bien, je sais que dans le cas de l'emplacement du Carrefour Saint-Eugène, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des tuyaux qui ont été grossis, puis je pense pas qu'ils sont connectés sur la même usine de pompage que... C'est pas connecté à Saint-Maurice, là, c'est connecté à une autre usine de pompage, mais j'ai pas l'information à 100 %. Chose certaine, c'est que... vous savez, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un beau plan d'eau, la rivière Richelieu, c'est une belle place, la rivière Richelieu, puis c'est... Selon moi, il faut arrêter de faire des déversements dans cette rivière-là, puis sûr et certain qu'il faut penser à faire des investissements. Bon. Parlons des golfs, et surtout du golf qui est dans votre district, dans le numéro 4, le vieux golf de Saint-Jean qui est là depuis 1920 quelque chose. Où à un moment donné, on s'est dit, on sait qu'il y avait une dette, c'était extrêmement difficile. Il y a eu un projet, mais qui a un peu avorté. On aurait vendu des parcelles de terrain en avant, on aurait remanié, mais on aurait quand même gardé 18 trous. Là, finalement, ça avance plus trop de ce bord-là. Vous-même, vous aviez soumis aussi un projet de votre côté. Comment vous voyez l'avenir de cette zone-là? Premièrement, est-ce que vous la voyez dans un avenir golf? Bien, en fait, puis vous le dites, là, c'est un golf qui est là depuis 100 ans. Fait que non seulement, je pense qu'on doit conserver cet espace-là dans son intégralité, mais le golf de Saint-Jean, qui est à Saint-Eugène, c'est une institution. Ça fait partie de l'histoire de Saint-Jean. Alors, juste pour cette raison-là, moi, je pense qu'on doit le garder comme ça. En golf? Oui. L'autre chose que j'avais présenté un mémoire qui parlait un peu de... En fait, il y avait deux choses que je parlais, deux choses que je touchais. Je touchais un peu ce qu'on appelle du spot zoning, là, de défaire un zonage pour un seul propriétaire, dans le fond, qui ne s'inscrit pas nécessairement dans les meilleures pratiques là, en termes de gestion des villes. Puis, je parlais aussi vraiment de pouvoir amener une solution à l'extérieur de la boîte où on venait acheter le fonds de terrain du golf, la ville achetait le fonds de terrain du golf pour le louer sur un bail amphithéotique de 100 ans. Puis ça permettait au golf de rester là pour un autre 100 ans. On le gardait dans son intégrité, on réglait les problèmes d'argent des propriétaires. Fait que je pense que quand j'ai emmené ça, j'ose espérer que les propriétaires du golf, dans le fond, ils se sont dit, OK, il y a peut-être une autre solution que de dénaturer notre golf. Moi, j'étais vraiment pas d'accord à dénaturer le golf. Trouver une solution pour conserver l'intégrité du golf comme qui est là, comme je dis, à cause que c'est une institution de plus de 100 ans. Vous étiez moins favorable à l'idée de vendre des parcelles de terrain le long de Jacques-Cartier pour faire du bâtiment. Exactement, parce qu'on dénaturait le golf. Tu sais, c'est plus le même golf. Là. La seconde qu'on met un édifice, qu'on retranche, je pense que c'était près de 300 000 pieds carrés de terrain, tu sais, sur 1 million, bien, tu sais, je pense que c'est 1,5 million, si je me souviens bien. Là, j'ai plus le chiffre par cœur. De pieds carrés, le terrain du golf, bien, c'est quand même un gros pourcentage. C'est 15-20 du terrain qu'on dénaturait. T'sais. Comment voyez-vous le développement futur du parc Ronald-Beauregard? On sait qu'il y a un enjeu, entre autres, avec la piscine. Le directeur des loisirs, Mario Bastien, nous le disait. Écoutez, la piscine est finie. Elle a fait son temps, puis remettre une nouvelle piscine là sur le genre de terrain que c'est une affaire de 10 millions, alors qu'on sait qu'on a plein de projets dans l'ensemble de la ville. Fait qu'il faut être un peu naïf de penser qu'on va mettre 10 millions sur une piscine au parc Ronald-Beauregard. Vous le voyez comment? Bien, moi, là, premièrement, le parc Ronald-Beauregard, tu sais, ça aussi, c'est une institution. Hein? Ça fait depuis, même avant que j'habite à Saint-Jean, là, quand j'étais enfant, mes parents venaient en visiter des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, on allait des fois à l'OTJ, là, tu sais, la fameuse piscine avec toutes les... Fait que j'ai des souvenirs de ce parc-là. Moi, je pense que le parc Ronald-Beauregard on devrait s'assurer
de s'inscrire dans un principe d'écotourisme. Ce que j'expliquais à la dernière campagne, puis j'en avais parlé un peu, c'est que on pourrait, Saint-Jean-sur-Richelieu, être un point d'arrêt, un point, disons, je vais dire ça un peu comme un truck stop, là. Je ne veux pas dire ça, c'est pas péjoratif, là, mais c'est un genre d'endroit où les gens qui font du tourisme en vélo, qui puissent arrêter à cet endroit-là, avoir des terrains pour monter quelques tentes. Oui, la piscine, écoutez, il faut faire quelque chose. Puis ça, je rejoins un peu mon collègue Jean-Guy Trudeau là-dessus. On parle des infrastructures sportives. Une piscine, c'est une place pour aller jouer avec les enfants, pour faire bouger les enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose. Puis je ne sais pas c'est quoi la solution ultime. Je ne sais pas si c'est absolument de l'investissement de 10 millions, mais il faut faire quelque chose. Il faut régler ce problème-là aussi. Bon, vous l'avez dit tantôt, donc troisième tentative, une première avec l'Action civique en 2013, avec Alain Laplante en 2017 et à nouveau avec Alain Laplante en 2021. Pourquoi l'équipe Alain Laplante? Très, très simple. Hein? Premièrement, même valeur que moi. Rigueur, transparence, participation citoyenne et une intention de faire avancer les choses. Bien entendu, j'ai une très bonne relation avec Alain Laplante. C'est un homme qui donne beaucoup, beaucoup de temps à sa communauté. Il est toujours là, il est toujours présent. Puis pour de vrai, c'est vraiment une équipe qui rejoint nos valeurs. Tu sais, quand on a des gens comme Jean-Guy qui s'est joint à l'équipe, qui a des belles valeurs aussi, qui veut faire avancer les choses, qui veut amener les choses ailleurs. On a des gens comme Stéphane Bergeron qui s'est joint à l'équipe où, tu sais, on va avoir des gens au conseil qui connaissent leur dossier, qui connaissent comment ça fonctionne. Moi, je pense que Saint-Jean doit se doter d'élus qui connaissent les finances puis qui sont capables de faire avancer les dossiers à Saint-Jean. Puis, dernière question. Peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissent déjà, mais peut-être nous parler de vous sur le plan professionnel. Dans le fond, on comprend votre désir d'aider votre communauté dans votre quartier. Mais sur le plan professionnel, qui êtes-vous? Que faites-vous? Bon, bien, dans le fond, je suis directeur régional, directeur de la grande région de Montréal pour un fonds de placement immobilier qui s'appelle BTB. Ouais. Dans le fond, c'est un propriétaire autour de 63 immeubles avec presque 1 milliard d'actifs. Puis moi, je gère 39 immeubles de ce parc-là dans la grande région de Montréal. Donc, ça part de Magog à Sainte-Thérèse puis de Saint-Lazare à Terrebonne. Puis, dans le fond, c'est 39 immeubles qui sont gérés. Je gère une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes. Là, Et de mémoire, il y a des BTB à Saint-Jean. Là. Il y en a absolument. quelques-uns. Là. Oui, absolument. Oui, on a 3 immeubles à Saint-Jean. On a les Halles Saint-Jean, le Bougainvilliers et le Mille du Séminaire, là, où il y a le CLSC et le SCORE. OK, c'est à BTB aussi, ça. Puis ça, c'est dans votre giron aussi. Là, oui, c'est dans notre portefeuille, absolument. Bien, Patrick Beausoleil, merci beaucoup. Bonne chance à vous. On aura l'occasion de se reparler, évidemment, quelque part à l'automne, lorsqu'on sera en plein dans la campagne électorale. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Décor pour emporter, vous appelez le musée du Haut-Richelieu. La thématique, c'est le printemps. Donc, vous allez chercher des trucs au musée, vous les ramenez à la maison pour faire vos bricolages et tout ça avec vos amis et vos enfants. À demain. Bye-bye. J'irai que c'est que pour une fois, juste une fois, tous les jours. Reste dans la lumière, je veux voir ton corps. Plus rien à dire, plus rien à cacher.